Bernard lui fait remarquer qu'il est censé posséder 50%, mais comme son nom n'apparaît sur aucun document, il doit accepter ça ou rien du tout. L'avocat dit à Bernard que pour prouver l'accord initial, il lui faudra un témoin. Bernard va à la banque pour voir Reed, mais celui-ci refuse de le recevoir. En sortant, Bernard remarque une enseigne qui lui fait réaliser combien la banque a besoin d'espace. Il rend visite à Joe et partage son idée, il devrait s'associer pour acheter l'immeuble des banquiers. Ainsi, aucune des banques qui louent là-bas ne pourra leur refuser des prêts, ce qui leur permettra d'acheter d'autres immeubles. Joe aime l'idée mais pense que personne ne voudra vendre à des hommes noirs, alors ils invitent Matt à être le visage de l'affaire. Matt hésite car il ne connaît rien au sujet et finit par partir, même si les hommes promettent de le guider. Plus tard, Matt va dans un dîner, encore nerveux à propos du plan. La serveuse Suzy lui demande s'il va bien, il lui explique qu'il envisage un nouveau travail dans l'immobilier. Suzy est très impressionnée, ce qui change l'attitude de Matt qui retourne vite rejoindre les autres pour accepter le poste. La première étape pour former Matt est de lui apprendre à parler aux riches, alors Joe fait venir le groupe au golf à 6 h du matin pour apprendre le jeu. Bientôt, ils sont rejoints par Donald, le banquier de Joe, qui prêtera 2 millions de dollars. Bernard lui assure qu'ils obtiendront l'immeuble pour moins cher. Ensuite, Bernard enseigne à Joe tous les calculs nécessaires, bien que les mathématiques ne soient pas le fort de Matt. Pendant plusieurs semaines, Matt s'entraîne dur au golf et aux maths. Il lutte beaucoup au début, mais gagne en confiance chaque jour et impressionne les autres avec un trou en 1, suivi d'un calcul réussi. Maintenant qu'il peut s'acheter son premier costume, Joe lui apprend à boire comme un homme et Eunice lui enseigne l'étiquette à table. Quand Matt parvient à faire un calcul de tête en jouant au golf, les hommes décident qu'il est prêt. L'étape suivante est de discuter les détails du plan. L'immeuble des banquiers appartient à Charles, qui joue souvent au golf dans un club très exclusif. Joe organise les choses et réussit à faire entrer Matt comme invité, en prétendant être son chauffeur pour le faire paraître plus riche qu'il ne l'est. Grâce à ses talents au golf, Matt impressionne tout le monde et organise avec succès une réunion avec Charles dans son bureau. Joe et Bernard le préparent pendant une semaine et le jour venu, Matt est prêt à répondre à toutes les questions de Charles. Il a mémorisé tous les calculs et les répète en faisant semblant de les faire sur place. Finalement, Charles accepte de vendre l'immeuble pour 1 560 000 $. Après la célébration, ils commencent à redécorer le bureau et leur relation avec les banquiers se développe rapidement. Bientôt, ils obtiennent les prêts nécessaires et achètent beaucoup d'immeubles dans des quartiers blancs huppés. Cette stabilité économique permet à Matt d'épouser Suzy. En quelques mois, le trio devient le plus grand promoteur immobilier de l'État et il rencontre même le vice-président. Quelques années plus tard, en 1963, Bernard retourne au Texas avec sa famille pour rendre visite à son père. Le vieil homme est heureux de le voir et lui dit même à quel point il est fier de lui. Le lendemain, il se promène avec son fils et doit lui expliquer pourquoi les fontaines sont séparées ici. Bernard s'arrête au coin où il travaillait autrefois et demande au nouveau cireur de lui cirer ses chaussures, mais l'homme refuse parce qu'il est noir. Alors Bernard fixe la banque où il a tout appris et a une idée. De retour à Los Angeles, il dit à Joe qu'il veut acheter la banque au Texas. Joe fait remarquer qu'ils ne savent rien sur la gestion d'une banque, qui est très complexe, et que ce sera encore plus difficile car les Texans n'aimeront pas qu'un noir soit en charge. Bernard souligne qu'ils peuvent réutiliser Matt et explique qu'il y a un grand marché inexploité car les noirs ne peuvent pas emprunter d'argent. Après une longue discussion, un Joe très réticent finit par accepter, juste pour ne pas perdre Bernard comme partenaire, qualifiant cela de mauvaise idée. Quelque temps plus tard, Donald aide Matt à acheter la banque texane pour Bernard et Joe. Dans le cadre de l'accord, l'ancien propriétaire et son fils Robert garderont 20% d'intérêt. Ensuite, Bernard commence à rendre visite à tous les Noirs du Texas pour leur annoncer que la banque a changé de politique et qu'ils sont désormais les bienvenus. Cependant, il leur demande aussi de garder cela discret car les racistes n'approuveront pas cette politique. Tous les prêts passent par Bernard et Matt, et bientôt beaucoup d'entreprises noires du quartier prospèrent. Après 3 mois, Robert, qui travaille toujours à la banque, remarque combien de prêts Matt a approuvés et se demande d'où viennent soudain tous ces nouveaux clients. Matt évite la question et Robert devient tellement méfiant qu'il commence à le suivre. Il le trouve en train de discuter avec Bernard et prend des photos. Cette nuit-là, quand Matt rentre chez lui, Suzy avoue qu'elle déteste le Texas. Elle souligne aussi que Matt ne reçoit qu'un salaire alors qu'on lui avait promis un partenariat. Le lendemain, Robert arrive chez Bernard alors que celui-ci a une réunion avec Matt et Joe. À Washington DC en 1965, on dit à Bernard de faire attention car ils veulent en faire un exemple. Il se prépare alors à témoigner devant un comité. Son histoire commence au Texas en 1939. Bernard enfant travaille comme cireur de chaussures devant une banque, où il entend toutes les conversations des clients sur les finances et l'investissement immobilier. Une fois ses clients partis, il note tout dans son carnet. Un jour, il se tient près de la fenêtre pour écouter une réunion bancaire, mais un policier le voit et le fait tomber. Une poursuite s'ensuit et Bernard parvient à s'échapper, mais le policier jure que son père l'entendra. Cette nuit-là, le père de Bernard le gronde pour avoir espionné les Blancs, expliquant que des hommes noirs ont été pendus pour moins que cela. Il voit le carnet et admet que Bernard est très intelligent, mais l'avertit que les hommes blancs ne le laisseront jamais s'enrichir. Bernard est têtu et jure qu'il deviendra riche un jour. À Los Angeles en 1954, Bernard plus âgé est marié à Eunice et ils ont un fils. Ce jour-là, ils rendent visite à la famille d'Eunice et son oncle annonce qu'une compagnie aérienne embauche des hommes noirs. Bernard refuse l'offre, disant qu'il veut gagner de l'argent grâce à l'immobilier.
Son plan est de posséder une propriété et de gagner de l'argent avec les loyers. La famille loue actuellement un petit cabanon appartenant à l'oncle, qui se met en colère et accuse Bernard de ne pas vouloir travailler. Après le dîner, Eunice dit à son oncle que Bernard est un génie et que tout va s'arranger bientôt. Puis elle rejoint son mari dans le cabanon et Bernard promet de les en sortir au plus vite. Le lendemain, Bernard emmène Tony, le cousin de Nice, au travail. L'ami de Tony, Matt, admire la voiture de Bernard et pense qu'il est riche, alors Tony lui dit que Bernard possède des immeubles. Par la suite, Bernard visite plusieurs bâtiments dans un quartier blanc, vérifiant leur état et leur prix. Plus tard, Bernard dit à Eunice qu'il a trouvé le bâtiment parfait, mais l'acheter les laisserait sans argent pour les rénovations. Pensant qu'ils ont besoin d'un co-investisseur, Eunice décide de présenter Bernard à Joe, son ancien patron avant son mariage. Joe est très détendu et plaisant tout le temps, ce qui fait que Bernard ne le prend pas au sérieux et refuse de travailler avec lui. Le couple part sans partager leur idée d'affaires. En sortant, ils voient le gouverneur venir rendre visite à Joe car ils sont amis. Cela ne suffit toujours pas à changer la vie de Bernard. Quelque temps plus tard, Bernard rencontre Patrick, le propriétaire de la maison qu'il veut acheter. Bernard lui demande un prêt de 10 000 $ pour les rénovations s'il achète la maison, mais Patrick refuse et explique pourquoi avec des calculs. Ces mathématiques comportent des erreurs que Bernard corrige immédiatement. Cela impressionne Patrick mais il refuse toujours de lui prêter l'argent. Avant de partir, Bernard remarque un calendrier envoyé par Reed de la Mid-City Bank. Il se rend alors à la banque et demande Reed. La secrétaire lui dit que Reed n'est pas disponible, bien que Bernard puisse le voir, ce qui signifie qu'il est écarté à cause de sa race. Bernard décide donc d'attendre dehors. Finalement, Reed sort du travail et Bernard l'aborde immédiatement pour lui parler d'une idée d'affaires qui profiterait à lui et à Patrick. Cette nuit-là, Bernard dit à Eunice qu'il n'a pas obtenu le prêt. À ce moment, il reçoit un appel de Patrick, qui a entendu que Bernard avait utilisé son nom pour parler à Reed. Patrick lui demande s'il pense que ce qu'il a fait suit les usages commerciaux normaux, et Bernard répond non. Cela rend Patrick heureux car il aime les gens qui ne suivent pas les usages normaux comme lui, et il annonce que Bernard peut aller à la banque le lendemain pour obtenir le prêt et qu'il sera son garant. Ensuite, Eunice et Bernard vont dans un club pour célébrer. Joe approche Bernard et continue de le taquiner, ce qui fait que Bernard l'aime encore moins. Le lendemain, Bernard et Tony travaillent déjà à la rénovation de la propriété. Un des locataires les voit et les réprimande pour être dans un quartier blanc. Bernard explique qu'il est le nouveau propriétaire, mais la vieille dame ne le croit pas. Peu après, Matt arrive pour aider et Bernard lui demande s'il accepterait de travailler pour un homme noir. Matt répond que la seule couleur qui l'intéresse est le vert de l'argent. Le trio passe la journée à travailler dur aux rénovations. Bientôt, 2 policiers arrivent car la vieille dame s'est plainte des hommes noirs travaillant dans l'immeuble. Bernard leur montre les papiers prouvant qu'il est le propriétaire et les officiers partent rapidement. Après les rénovations, Bernard emménage dans un des appartements et est vu par la vieille dame, qui déménage le lendemain matin pour éviter de vivre à côté d'une famille noire. Bientôt, d'autres noirs demandent à louer les appartements et la propriété est entièrement louée en quelques jours. Patrick est impressionné et propose à Bernard de devenir son partenaire commercial. Bernard choisira les immeubles car il a le regard pour cela et Patrick sera le visage public pour éviter les discriminations. Les hommes se serrent la main et conviennent de partager 50 à 50. Pendant les semaines suivantes, le duo continue d'acheter des propriétés et leur entreprise prospère. Matt et Tony les aident pour les rénovations et Eunice choisit les décorations. Un jour, Bernard demande à Eunice des idées pour une grande maison, révélant que c'est leur nouveau foyer. Quelque temps plus tard, Patrick est retrouvé mort dans son lit. Après les funérailles, sa femme annonce vouloir mettre fin à l'entreprise et propose à Bernard 25% de l'argent. Il leur dit qu'il n'a aucun problème à travailler pour des Noirs, mais qu'il craint que si les locaux apprennent cela, leur affaire coulera. Puis il leur montre la raison de ses inquiétudes, une lettre du département du Trésor américain annonçant qu'une inspection aura lieu dans un mois, suite à des plaintes anonymes accusant la banque d'accorder trop de prêts risqués. Après le départ de Robert, Matt emmène ses amis visiter une petite banque pour leur partager une idée. Il pourrait acheter cette petite banque que Matt gérerait lui-même, puis faire quelques manœuvres financières pour répartir les prêts entre les deux banques, rendant ainsi les chiffres moins suspects lors de l'inspection. Joe et Bernard soulignent qu'il manque encore d'expérience pour une telle opération risquée, alors Matt annonce qu'il cessera de les aider s'il n'est pas aussi associé. Sans autre choix, le duo accepte. Bientôt, Matt achète la petite banque, et dès le premier jour, Eunice fait semblant d'être femme de ménage pour surveiller les lieux. Pendant ce temps, Tommy emmène Bernard en ville pour décider quel prêt va où. Ce soir-là, il rencontre Matt au restaurant pour tout organiser et sont bouleversés de voir des graffitis racistes sur la pancarte. Le lendemain, Matt rencontre un avocat pour signer les documents. Quelque temps après, Robert appelle Matt pour lui dire que certains blancs veulent retirer tout leur argent, pensant que la banque appartient à la National Association for the Advancement of Colored People. Cette nuit-là, Bernard montre à Joe une pancarte raciste trouvée à la banque et explique que 5 blancs ont retiré tout leur argent, tandis que 9 autres ont été convaincus de rester par Robert. Joe pense que c'est Robert lui-même qui a lancé ces rumeurs. Quelques jours plus tard, un examinateur fédéral vient à la petite banque pour vérifier les comptes, alors Matt appelle Bernard à l'aide. Bernard ne sait pas quoi faire car il ne laisserait jamais un noir assister à la réunion. Eunice lui suggère de faire semblant d'être un serviteur. Lorsqu'il refuse, elle lui rappelle qu'elle l'a déjà fait plusieurs fois pour les aider. Bernard rétorque que c'est différent car elle est une femme, ce qui met Eunice en colère,
comparant sa logique absurde à ce que disent les blancs des noirs. Réalisant son erreur, Bernard accepte de porter un uniforme et se fait passer pour un homme de ménage à la banque. Il nettoie près de la porte du bureau de Matt pour lui faire des signes, mais l'agent ferme la porte pour éviter toute écoute. Bernard doit s'éloigner, et Matt s'inquiète car l'agent commence à relever de nombreuses incohérences dans son récit. Prétendant avoir besoin d'un dossier, Matt se précipite aux toilettes pour parler à ses amis qui lui donnent tous les conseils possibles. Malheureusement, à son retour, l'agent a découvert beaucoup d'erreurs dans les comptes qu'il ne peut justifier. Matt retourne aux toilettes avec les dossiers et Bernard trouve immédiatement les erreurs aussi. Joe se demande comment Donald a pu les manquer et Matt avoue avoir fait appel à un autre homme pour accélérer le processus. Ce nouvel avocat, recommandé par Robert, fait réaliser à Joe et Bernard avec colère que Robert préparait ce plan pour les ruiner depuis le début. Cette nuit-là, Bernard annonce à Eunice le résultat de la réunion, ils doivent vendre 27 prêts douteux et absorber toutes les pertes eux-mêmes, ce qui coûtera 300 000 $. Plus tard, Bernard et Joe disent à Matt qu'ils ne l'aideront pas, car des gens comme eux pourraient avoir de gros ennuis s'ils se faisaient prendre, et c'est Matt qui a eu l'idée d'acheter cette petite banque, donc c'est sa responsabilité. Le lendemain matin, Donald appelle Joe pour lui dire que sa banque a acheté tous les prêts de celle de Matt. Bientôt, Joe et Bernard entrent furieux dans le bureau de Matt pour exiger des explications. Matt dit que c'est temporaire, juste pour avoir plus de temps pour modifier les comptes. Mais le duo souligne que c'est une fraude. À ce moment, des agents du département du Trésor arrivent et annoncent que la banque a perdu sa licence. Ils licencient Matt et ordonnent à tous les clients de partir, expliquant que la banque est fermée jusqu'à nouvel ordre. Dès que Joe et Bernard sortent, le FBI les approche pour les arrêter sans expliquer pourquoi. Bernard dénonce leur racisme et tente de résister, mais les agents le maîtrisent facilement. Plus tard à Washington DC, un avocat informe Joe et Bernard que les accusations bancaires de l'État ont été abandonnées, mais que les accusations fédérales restent en cours. Un sénateur de l'Arkansas tient des auditions sur la faiblesse de la surveillance des banques, et l'avocat soupçonne qu'il cherche à utiliser cette affaire pour faire une déclaration politique, ce qui pourrait aussi les aider à faire tomber les charges fédérales. Pendant ce temps, Matt est toujours en difficulté avec sa propre banque, les autorités lui proposent un marché. Ses charges seront abandonnées s'il témoigne contre ses amis. Quelques jours plus tard, Matt comparaît en justice et révèle tous les plans de Joe et Bernard, disant qu'ils n'étaient que leurs employés manipulés. Bernard a alors deux choix, s'il avoue avoir utilisé des « règles laxistes » pour s'enrichir, fournissant ainsi un argument au Congrès pour changer ces règles, il obtient l'immunité. Sinon, ses témoignages seront comparés à ceux des Blancs, s'il est jugé menteur, il ira en prison. Après l'audience, Bernard se promène avec Eunice et partage ses inquiétudes. S'il accepte l'immunité, il ne pourra pas dénoncer tous les problèmes des Noirs dans le système bancaire. Eunice lui promet son soutien quoi qu'il décide. Avant d'entrer en salle d'audience, Bernard retrouve Joe et il se remémore toutes ces années de collaboration. Lors de son témoignage, Bernard déclare que les documents fondateurs du pays affirment que tous les hommes sont créés égaux, ce qui n'est pas le cas dans la loi. Ignorant les avertissements sur la perte de son immunité, Bernard se lève, uniforme de ménage à la main, et explique que si un homme ne peut pas obtenir de prêt, il ne peut pas créer d'entreprise ni acheter de maison, ce qui contredit le rêve américain. Finalement, le gouvernement confisque les biens de Joe et Bernard et les condamne à 3 ans de prison fédérale. Ils perdent aussi tous leurs immeubles, bien que Nice conserve une maison à son nom. Robert finit par racheter la banque à très bas prix. Quand les deux hommes sortent enfin de prison, Eunice ne comprend pas pourquoi il rit. Il révèle que Matt leur avait parlé avant de témoigner, expliquant qu'il passerait 50 ans en prison s'il ne les trahissait pas. Les hommes ont accepté qu'ils le fassent, et en échange, Matt leur a acheté 2 maisons aux Bahamas avant que le gouvernement ne puisse saisir l'argent. Grâce au témoignage de Joe et Bernard, en 1968, le Congrès adopte la Fair Housing Act, interdisant de refuser de vendre ou de louer un bien pour des raisons de race, religion ou genre.